Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans un petit village reculé, niché entre les bras silencieux des forêts russes, au bord de la vaste et impassible Volga, vivait une jeune fille nommée Anastasia Ivanovna Petrov. C'était un lieu hors du temps, fait de cabanes en bois sculpté, de toits recouverts de neige 6 mois par an, et d'un silence que seul le vent osait troubler. Les hivers y étaient longs, les étés éphémères, et les âmes, forgées par la rudesse du climat, apprenaient à vivre dans la retenue et la fidélité. Anastasia avait 17 ans. Son visage était encore celui d'une enfant, mais ses yeux parlaient avec la sagesse de quelqu'un qui avait beaucoup observé, beaucoup ressenti. De longs cheveux châtains, épais comme la laine d'un mouton, tombaient en tresses soignées le long de son dos. Elle n'était ni exubérante ni timide, mais portait en elle une douceur déterminée, une lumière intérieure qui inspirait le respect, même des anciens du village. On disait qu'elle savait écouter les arbres. Son plus fidèle compagnon n'était pas humain, mais nul ne doutait qu'il possédait une âme. Volk, un chien massif au pelage noir et brillant, semblait tout droit sorti des légendes anciennes. Un berger d'Europe de l'Est, peut-être croisé avec un loup, aux yeux perçants couleur ambre. Il ne quittait jamais Anastasia. Quand elle marchait, il marchait. Quand elle riait, il aboyait doucement, comme s'il partageait sa joie. Et quand elle se taisait, il posait sa tête sur ses genoux, veillant sur son silence. L'automne enveloppait le village de ses parfums humides. Les feuilles rousses craquaient sous les pas, et le brouillard serpentait entre les arbres comme une présence vivante. Ce soir-là, une brume plus épaisse que d'ordinaire couvrait la forêt. Les anciens disaient que c'était un mauvais présage. Mais Anastasia, comme à son habitude, prit son manteau de laine, glissa son carnet dans la poche intérieure et siffla doucement. Volk arriva aussitôt. Viens, Volk. Juste une dernière promenade avant l'hiver, murmura-t-elle. Ils prirent le sentier qui mène au vieux chêne, là où les champignons poussent en cercle et où elle aimait s'asseoir pour écrire. Personne ne sut exactement ce qui se passa cette nuit-là. Mais Anastasia ne revint jamais. Le lendemain matin, à l'aube, ce fut un bûcheron du nom de Yuri Pavlov qui découvrit son corps. Elle était allongée au bord d'un ravin étroit, ses bras repliés sur elle-même, les yeux fermés. Pas de traces de lutte, pas de blessure apparente, si ce n'est une plaie étrange à l'arrière du crâne. Mais ce qui glaça le sang de Yuri, ce fut Volk, couché contre elle, immobile, les yeux ouverts, dans une posture de deuil. Il ne bougeait pas. Il ne grognait pas. Il veillait. On aurait dit qu'il protégeait son âme. Le médecin du district, un certain docteur Boris Ignatieff, homme méthodique mais peu curieux, conclut à une chute fatale. Sans doute un accident, dit-il. Le terrain était glissant. Le brouillard épais. La jeune fille s'est égarée. Triste affaire, mais banale. Les funérailles furent sobres. Le cercueil d'Anastasia, en bois de bouleau poli, fut exposé dans la petite église orthodoxe du village. Des cierges brûlaient jour et nuit, et les villageois, vêtus de noir, défilaient en silence pour lui rendre hommage. Mais ce que tous remarquèrent, ce fut Volk. Le chien ne quittait pas le cercueil. Il ne mangeait plus. Il ne dormait plus. Il ne répondait plus à personne. Il restait là, les pattes croisées, les oreilles basses, le regard obstinément fixé vers un point invisible, parfois vers l'intérieur du cercueil, parfois vers la fenêtre de l'église qui donnait sur la forêt. Les enfants venaient parfois lui parler. Les adultes tentaient de le faire sortir. Rien n'y faisait. On commença à dire dans le village que Volk savait. Que le chien gardait un secret que personne ne voulait entendre. 3 semaines plus tard, par une matinée glacée, un grondement de moteur perturba le calme du village. 10 motos puissantes surgirent sur la route de terre, soulevant la poussière gelée. Les anciens froncèrent les sourcils, les enfants coururent à leurs fenêtres. Les motards portaient des blousons de cuir noir marqués d'un loup argenté. Sur leurs casques, des symboles slaves anciens, brodés à la main. Ils étaient connus dans toute la région, les loups de la Volga, une fraternité d'hommes rudes mais droits, souvent appelés à faire régner l'ordre là où l'État fermait les yeux. Leur chef, Mikhail Volkov, surnommé Mika, était un homme à la carrure imposante, avec une barbe grise taillée et un regard qu'on ne soutenait pas longtemps. Il connaissait bien le père d'Anastasia, Ivan Petrov, décédé des années plus tôt, un frère d'armes lors d'anciennes missions militaires. J'ai connu la petite quand elle avait 3 ans. Elle montait sur mes épaules, se souvint Mika.
J'ai appris sa mort. Je viens comprendre. Il entra dans l'église, ôta son bonnet de cuir, s'agenouilla devant le cercueil. Volk leva la tête et le fixa. Mika sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ce chien ne regardait pas un homme. Il appelait à l'aide. Mika s'assit à distance, observa Volk pendant des heures. Il remarqua quelque chose d'étrange. Le chien, à intervalles réguliers, tournait la tête vers un petit buisson visible depuis la fenêtre de l'église, juste à la lisière de la forêt. « Qu'est-ce que tu essaies de me montrer, mon vieux ?» À la tombée de la nuit, il appela 2 de ses frères d'armes, Yegor et Slava, et ils se rendirent à l'endroit indiqué par le regard de Volk. La forêt était silencieuse, trop silencieuse. Ils fouillèrent les buissons, les racines, les pierres. Et soudain, Yegor appela. « Ici. Quelque chose est coincé sous cette souche. » Ils dégagèrent les feuilles mortes, et sous la terre, à demi mangées par l'humidité, ils découvrirent un petit carnet noir, dont les pages trempées étaient tachées de sang séché. Mika le prit entre ses mains, le feuilleta lentement à la lumière de sa lampe. Des pages d'écriture serrées. Des dates. Des noms. Des menaces. Des observations. Ce n'est pas un accident, dit Mika d'une voix grave. Anastasia a vu quelque chose. Et quelqu'un l'a fait taire. Volk, derrière lui, aboya une seule fois. Court, grave, comme pour confirmer. Le carnet, taché de sang séché et de terre, appartenait bien à Anastasia. Ces pages, écrites d'une main vive mais parfois tremblante, racontaient une histoire bien plus sombre que ce que quiconque dans le village aurait pu imaginer. Ce n'était pas simplement une adolescente rêveuse qui aimait la nature. Anastasia menait un combat discret, solitaire, mais déterminé. Elle s'était donnée pour mission de protéger la forêt millénaire qui bordait le village, ce havre de paix que les anciens considéraient comme sacré. Dans son journal, elle parlait de lettres anonymes, de menaces glissées sous sa porte, de silhouettes étranges rôdant autour de sa maison à la tombée de la nuit. Elle y notait chaque détail, chaque soupçon, chaque nom. Elle écrivait qu'elle avait découvert un trafic illégal de bois, d'une ampleur bien plus grande qu'elle ne l'avait d'abord cru. Ce trafic n'était pas l'œuvre de simples braconniers. Il était orchestré par Dmitri Antonov, un homme puissant à la réputation d'homme d'affaires respectable, mais que plusieurs murmuraient être lié à des réseaux corrompus au sein de l'administration régionale. Anastasia avait même réussi à prendre des photos, à rassembler des documents prouvant la complicité de fonctionnaires locaux et à enregistrer des conversations. Dans les dernières pages, elle écrivait « Si quelque chose m'arrive, c'est que j'ai touché juste. Ne les laissez pas faire. La forêt doit vivre. » Ces mots, simples et déchirants, prenaient désormais des allures de testament. Mika Volkov, en lisant ces pages à voix basse, sentit une colère froide monter en lui. Il connaissait Antonov de réputation. Il savait que cet homme était protégé, intouchable. Mais il connaissait aussi la valeur de la vérité. Avec ses frères de route, les loups de la Volga, il prit une décision irrévocable. Ils allaient faire éclater cette affaire au grand jour, coûte que coûte. Dès lors, leur présence dans le village changea de nature. Ils ne venaient plus pour rendre hommage, mais pour protéger, enquêter, résister. Ils interrogèrent les anciens, inspectèrent les sentiers, collectèrent d'autres indices. Chaque soir, ils retournaient lire le carnet, comme on relit une carte au trésor, comme on suit la trace d'un cri étouffé. Mais la réaction fut rapide. Des regards pesants, des appels anonymes, des avertissements voilés. On tenta de soudoyer certains d'entre eux. Puis, un soir brumeux, alors qu'ils rentraient de la lisière ouest de la forêt, une camionnette noire surgit d'un virage. Des hommes cagoulés les attaquèrent à coups de barres de fer et de chaînes. Mika se battit avec la rage d'un père vengeant une fille qu'il aurait pu avoir. Volk, toujours fidèle, bondit avec une férocité inouïe, protégeant Mika, mordant un agresseur à la gorge. Il fut grièvement blessé, mais son intervention permit aux motards de repousser l'attaque. Cette agression ne fit que renforcer leur détermination. Ils savaient désormais qu'Antonov craignait ce qu'ils allaient révéler. Et c'était bon signe. Grâce aux preuves rassemblées par Anastasia et à celles qu'ils ajoutèrent à leur tour, photos, enregistrements, témoignages de villageois autrefois terrorisés, ils réussirent à faire parvenir un dossier complet à un procureur fédéral connu pour son intégrité. L'affaire, relayée par des médias indépendants alertés par Mika, prit de l'ampleur nationale. Antonov fut arrêté. Ses complices, démasqués.
Plusieurs hauts fonctionnaires furent suspendus et une enquête pour corruption fut ouverte à grande échelle. Volk, entre-temps, fut soigné par un vétérinaire que Mika connaissait bien. Les blessures étaient profondes, mais la volonté de vivre du chien était plus forte encore. Jour après jour, il reprit des forces, toujours silencieux, toujours grave, comme s'il portait en lui la mémoire d'Anastasia. Lors de la cérémonie funéraire, organisée de nouveau après la réouverture de l'enquête, le village entier était présent. Cette fois, ce n'était plus un adieu silencieux et résigné, mais un hommage vibrant et ému. Volk, amaigri mais debout, s'allongea une dernière fois au pied du cercueil, puis se leva lentement, regarda Mika, puis la forêt. Il tourna les talons et partit seul, vers les bois, comme pour dire « Elle peut reposer en paix, maintenant ». Les anciens du village, bouleversés, dirent qu'il avait accompli sa mission, qu'il était le messager de l'âme d'Anastasia. Des années plus tard, une statue fut érigée au cœur du village, sur la petite place devant la mairie. Elle représentait Anastasia, debout, tenant la main de Volk. Elle ne regardait pas devant elle, mais vers la forêt, comme si elle veillait encore. À ses pieds, une inscription gravée dans la pierre. Ils ont voulu faire taire sa voix. Mais la loyauté a crié pour elle. Mika venait souvent s'asseoir devant la statue, une vieille pipe entre les lèvres, son regard perdu dans le passé. Il murmurait parfois, on croyait venir pour pleurer. On est resté pour lutter. Et dans son cœur, il savait que parfois, ce sont ceux qui n'ont pas de mots, comme un chien fidèle ou une jeune fille obstinée, qui portent en eux les vérités les plus puissantes.